je vais commencer en parlant de toute autre chose, ni de Muret, ni même de son époque, mais de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean ne raconte pas la fin du monde, contrairement à l'image qu'on en a forcément. C'est d'abord le récit d'une période et d'un commencement, de quelque chose à venir. C'est la révélation, parce que Apocalypse, ça veut dire révélation, de ce commencement. L'événement qui est relaté est tout sauf un surgissement ponctuel, soudain, subi. Au contraire, le récit de l'Apocalypse s'étend sur plus d'un millénaire et s'ouvre en fin de compte sur une éternité, elle, infinie. Le diable y est une première fois vaincu, enchaîné pour 1000 ans, puis là je cite la Bible de Jérusalem, il revient pour un peu de temps avant d'être définitivement vaincu. Cette formule un peu énigmatique, il revient pour un peu de temps, c'est à partir de ça qu'on puisse nourrir tous les fantasmes des sectes millénaristes en tout genre, et puis une bonne dose de production hollywoodienne des dernières décennies. Enfin bref, surtout, le récit de l'Apocalypse, en même temps qu'une interminable fin des temps, relate le début d'un règne, le début du retour du Christ. La formation de quelque chose d'infini, d'un avènement de l'éternité. Et comme dit Woody Allen, l'éternité, c'est long, et surtout sur la fin. Donc si je commence en parlant de ça, en parlant de l'Apocalypse, donc du plus célèbre récit de fin des temps, c'est que l'eschatologie, c'est le rapport aux fins ultimes, aux fins dernières, ces eschatologies qui structurent l'histoire de l'humanité, eh bien, il me semble qu'il faut toujours les comprendre, comme j'ai fait avec l'Apocalypse, comme le commencement de quelque chose. Et chez Muret, cette fin des temps, qui est aussi et surtout et avant tout un commencement, c'est ce qu'il appelle la fin de l'histoire. L'idée de fin de l'histoire n'est pas propre à Muret, elle n'est pas nouvelle, loin de là. Elle a à voir avec l'Apocalypse, avec toutes ces eschatologies immémoriales que l'humanité n'a cessé de se raconter. Mais elle a surtout à voir avec le concept de fin de l'histoire qui a émergé dans la modernité au début du XIXe siècle. L'émergence de cette idée, de cette notion, en fait, est liée à l'émergence de la notion d'histoire elle-même, d'histoire telle que nous la comprenons, qui s'est fait au début du XIXe siècle, en particulier avec Hegel, qui comprenait l'histoire comme un vaste processus de réalisation de l'esprit à l'échelle de toute l'humanité. S'il y a une histoire, il y a aussi au bout une fin de l'histoire, c'est nécessaire, une réalisation achevée de ce à quoi l'humanité tendrait tout entière à travers les âges, du fond des âges. Cette fin de l'histoire, chacun peut un peu la prendre comme il veut. On peut la placer où on veut. Bon. En tout cas, à partir du XIXe siècle, elle ne va plus vraiment consister dans un retour du Christ ou quelque chose comme cela, comme ce que Saint Jean décrivait. On va trouver de nouvelles formes de récits. Pour Hegel, justement, cette fin de l'histoire, il la constate avec le spectacle des troupes napoléoniennes qui défilent à Iéna. Donc c'est l'achèvement de l'Empire napoléonien qui va constituer pour lui cette fin de l'histoire. Pour Marx, à sa suite, une fois qu'il a remis la philosophie de Hegel sur ses pieds, comme il dit, cela va consister en la révolution prolétarienne et l'avènement d'une société sans classe. Beaucoup plus près de nous, pour le philosophe Francis Fukuyama, philosophe américain, la fin de l'histoire, c'est l'avènement sur l'ensemble du globe, à la fin du XXe siècle, de la démocratie libérale, qui est l'aboutissement final du processus historique à long terme. Fukuyama écrivait ça juste après la chute du mur de Berlin, qui était le symptôme définitif pour lui de cet avènement. Et pour Muret, c'est aussi en 1989, l'année de la chute du mur, que l'histoire s'achève, mais d'une manière très différente de ce que décrit Fukuyama. Je vais un peu expliquer ça. Le philosophe américain, Fukuyama, et Muret ont d'ailleurs en commun d'avoir lu attentivement Alexandre Kojève, un philosophe qui avait construit dans les années 30 une interprétation très ambitieuse et exhaustive de la philosophie de l'histoire de Hegel. Tout cela donc ne sort pas de nulle part. Mais pour Muret, la chute du mur, ça n'a au fond guère d'importance. L'essentiel n'est pas du tout là. Car la même année, dans la même ville, se déroule un événement nettement plus déterminant à ses yeux et qui concentre tout le monde nouveau qui est en train de naître. Ce monde où l'histoire va cesser d'exister, s'oblitérer. Sa fin de l'histoire, contrairement à toutes les autres, à la plupart des autres en tout cas, ce n'est pas
l'achèvement glorieux, la réalisation ultime du processus spirituel de l'histoire en marche, c'est au contraire l'anéantissement de l'histoire. C'est la destruction de toute réalité historique au profit d'un réel, d'une réalité, d'un genre nouveau, et qui justement n'a plus de réel que le nom. Cette réalité, c'est ce que Murray appelle l'hyperfestif, et cet événement berlinois, où se manifeste dans toute sa force l'avènement du monde nouveau, ce n'est pas la chute du mur, c'est une fête. Il s'agit de la première Love Parade, qui va devenir la Technoparade ensuite. Mais alors pourquoi parler nécessairement d'une fin de l'histoire? Bon. Et pourquoi pas simplement une étape de plus, festive, bouffonne, que sais-je, qui s'intégrerait dans le déroulement continu d'un long processus. Bon. Pourquoi pas une nouvelle période, plutôt que cette image d'une fin de toutes les périodes subites tout d'un coup. Bon. D'abord, une réponse assez simple. Pour Murray, en bon hegelien, le monde historique avançait. Pas dans le sens du progrès, forcément, pas même du tout dans le cas de Murray, pas même dans un sens très clair, mais en tout cas, il avançait d'erreur en bévue, de maladresse en catastrophe. Le monde humain ne cessait de s'imaginer, en tout cas, en train d'avancer, comme sur une ligne, sur une pente, puis de rebrousser chemin de temps en temps, de repartir dans une autre direction, et ainsi de suite. C'est en tout cas comme ça, comme ceci, que le temps historique était perçu par les individus, par les sujets historiques. L'histoire, c'est le temps où il y a des sujets historiques. Or, le temps festif, le temps post-historique, le temps d'après la première Love Parade, ce n'est plus un temps linéaire, un temps ponctué d'événements, compréhensibles en des moments, des périodes ou des époques qui s'emboîtent, qui se contrarient les unes les autres. Il fonctionne exhaustivement, intégralement, comme une répétition, une vaste répétition. On est passé à un temps cyclique, si vous voulez. Ce pseudo-événement, la première Love Parade, sur lequel s'ouvre la nouvelle ère, ce n'est que l'institution d'une répétition perpétuelle à venir. Un premier moment qui va pouvoir se répéter. C'est le temps intégralement cyclique de la fête nouvelle, printemps des poètes, fête des voisins, fête de la musique, Gay Pride, Technoparade, j'en passe, et ils occupent des centaines, des milliers de pages dans l'œuvre de Murray. Mais la fin de l'histoire, ce n'est pas que cela, ce n'est pas seulement un concept philosophique chez Murray qui consistera à passer du linéaire au cyclique. Il y a plus, et sur ce sujet, Murray s'inspire non seulement de philosophes, mais aussi d'écrivains, d'auteurs littéraires, disons. Notamment, il ne s'en cache pas, il s'inspire d'une série de remarques de Charles Péguy, que j'ai la chance de bien connaître aussi, puisque c'est l'autre auteur sur lequel j'ai pu travailler. Des remarques qui, au moment où il les écrit, où il les reprend, où Murray les reprend, sont déjà vieilles de près d'un siècle. Alors je vais citer un peu Péguy. Ce sont des remarques que Murray lui-même mobilise. Alors d'abord, quelques lignes de Notre jeunesse, un texte de 1910. Le monde moderne ne s'oppose pas seulement à l'ancien régime français. Il s'oppose, il se contrarie à toutes les anciennes cultures ensemble, à tous les anciens régimes ensemble, à toutes les anciennes cités ensemble, à tout ce qui est culture, à tout ce qui est cité. C'est en effet la première fois dans l'histoire du monde que tout un monde, donc le monde moderne, vit et prospère, paraît prospérer contre toute culture. Et quelques phrases encore de Péguy dans un texte un peu antérieur, qui s'appelle, dans un titre très typique de Péguy, « De la situation faite aux partis intellectuels dans le monde moderne ». Donc je cite, « Il y a eu tant d'autres humanités, tant d'autres métaphysiques, tant d'autres philosophies, tant d'autres religions, tant d'autres superstitions. Faut-il rappeler seulement que la métaphysique intellectuelle, que la philosophie intellectuelle moderne, que la religion, que la superstition du parti intellectuel moderne va directement, à peu près contre tout le monde acquis et qui a fait ses preuves. Preuves différentes contre toutes les humanités vraiment dignes de ce nom, contre toutes les humanités intéressantes et qui est vraiment vécue. Et ensuite, Péguy va détailler toutes les humanités, c'est l'humanité grecque, l'humanité romaine, l'humanité juive, l'humanité chrétienne, etc., etc. Murray ne dit pas autre chose, il ne fait qu'approfondir en fait cette idée. Pour lui, le monde moderne, le monde inédit dans lequel nous vivons, ne s'oppose donc pas seulement à celui qui l'aurait juste précédé, il s'oppose à tous les mondes, tous les autres mondes qui ont pu exister jusqu'alors. Il s'oppose en fait à toute l'histoire, c'est en cela qu'il est fin de l'histoire. Il est pétri de non-histoire, il est le contraire en fait de l'histoire, un basculement dans l'autre de tout ce qui avait précédé. Bon, une fois qu'on a dit cela,
il faut se demander ce qu'il y avait dans l'histoire, dans ces moments, ces étapes de l'histoire, celles de tous les peuples, de tous les moments, de toutes les périodes. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans et qui aurait disparu aujourd'hui, hein, au-delà de simplement une structure linéaire. Alors pour ça, il faut lire toute l'œuvre de Murray pour le comprendre, puisque c'est précisément cette question de contenu qu'il ne va cesser d'approfondir. Mais aujourd'hui, je vais en retenir l'essentiel. Dans l'histoire, il y avait du négatif. C'est vraiment ça le concept central à quoi tout s'agglomère. Et là encore, en parlant de négatif comme cela, incessamment, c'est vraiment un terme qui revient perpétuellement dans les œuvres de Murray, Murray est parfaitement hegelien, de nouveau. Ce négatif, c'est en fait une référence au deuxième moment de la dialectique chez Hegel, la seconde étape nécessaire du mouvement de l'esprit. Bon, alors, quelques petits mots sur la dialectique de Hegel pour pas que ce soit trop obscur, et je demande pardon aux philosophes s'il y en a dans la salle, et je sais qu'il y en a, parce que je vais être très schématique et un peu barbare. Enfin, pour Hegel, disons, toute réalité, notamment l'histoire, se manifeste en 3 moments. Et quand il parle de moments, ce sont des moments logiques, pas des moments chronologiques. D'ailleurs, en allemand, ce n'est pas le même genre, c'est das Moment et pas der Moment, bon, du neutre et non du masculin, pour bien distinguer ça d'une idée simplement chronologique. C'est beaucoup plus large que cela. Alors le premier moment, c'est un moment immanent, et c'est la manifestation de la réalité ou de l'esprit dans toute sa positivité. Bon, si on veut, c'est la simplicité de la réalité. Le second moment, le fameux moment négatif qui nous concerne, et là encore je vais très vite, est une forme de contrariété apportée à ce premier moment, à cette première phase, qui met en branle un mouvement. Bon. Le troisième moment, je ne vais pas trop en parler parce que c'est le plus compliqué et ce n'est pas celui qui intéresse le plus Murray. C'est ce qui s'appelle en allemand l'Aufhebung, qui est un concept à peu près intraduisible et qu'on appelle généralement dépassement, pour le comprendre dans une langue pas trop barbare, qui ne consiste plus, comme le deuxième moment, à détruire quelque chose, mais qui intègre tous les autres moments en les dépassant. Bon, le moment, ce qu'on appelle la synthèse dans les plans. Ceux qui m'ont en prof savent de quoi je parle. Bon. Alors ici, en fait, l'hegelianisme de Murray n'est pas tout à fait orthodoxe. Ce négatif, pour lui, pour Murray, il va prendre un sens extrêmement large et plastique, mouvant, assez libre, qui dépasse la définition stricte de Hegel. Viennent s'y agglomérer, s'y coller, toutes sortes de notions, de concepts, qui ont pu jalonner l'histoire et que Murray a collecté au fil de ses très nombreuses lectures. Alors le négatif, pour Murray, ça devient aussi le péché originel du christianisme et de saint Augustin en particulier. Mais c'est aussi dans un registre complètement différent, l'angoisse de castration, telle qu'elle a été théorisée par Freud, par exemple. C'est aussi la différence sexuelle comme réalité irrémédiable, ou la mort même, plus largement, plus simplement. Et c'est encore dans un autre genre, et ça c'est peut-être la référence la plus importante, aux yeux de Murray en tout cas, ce que l'écrivain Georges Bataille, donc écrivain du XXe siècle, une influence vraiment fondamentale de Murray, a appelé la part maudite de l'humanité, ou l'hétérogène, ce qu'il appelle l'hétérogène dans la société, qui est une sorte de puissance incontrôlable, qui, depuis le fond des âges, s'oppose en nous et dans notre monde à toutes les puissances de raison, d'organisation, d'homogénéité, justement, puisque c'est l'hétérogène. Et cette hétérogénéité, elle est comme une pression qui pèse sur nous et qui vient se manifester ponctuellement par des espèces de violents retours du refoulé. Et ces retours du refoulé peuvent être individuels, il y a toute une théorie de la sexualité, justement, à travers ça, chez Bataille, et ça peut être aussi social, collectif. Bataille s'intéresse beaucoup au sacrifice humain, dans certaines cultures, à des choses comme cela, qui sont des explosions d'hétérogènes, comme ça, de retour du refoulé. Bon. Je n'approfondis pas Bataille, mais je pourrais y revenir tout à l'heure si vous voulez. Bon, la liste est encore longue, il y a d'autres concepts que Murray vient récupérer, et dont il fourre son idée du négatif. En tout cas, Murray se les réapproprie, donc les amalgames. Et si on voulait résumer d'une manière générale, un autre terme que Murray va utiliser pour tout synthétiser, c'est que le négatif, c'est le mal, en fait. Le mal avec une majuscule. C'est une part sombre de l'homme,
quelque chose d'inavouable, et qui pourtant structure notre histoire, justement, hein, nos vies. Et ce mal, cette part négative, c'est pour Murray, dans la ligne de bataille encore, le moteur même de l'art, de la sexualité, mais en fait de toute la vie humaine. Alors la fin de l'histoire, dans ces conditions, c'est tout bonnement ce qui se met en place quand le négatif disparaît, d'un coup. Et ce n'est pas un hasard si le premier livre de Murray où cette vision du monde se met en place, en 1991, ce qui n'est pas du tout son premier livre dans sa carrière, hein, mais le premier livre de l'ère post-historique, ce n'est pas un hasard si ce livre s'appelle « L'Empire du bien hein, », disparition du mal, empire du bien. Le mal était soluble dans le sirop, dit-il dans les premières pages. Hein. Le bien a perdu son autre, son pendant négatif, le mal, et maintenant il se déploie sans plus rencontrer la moindre résistance, n'étant plus alors qu'un bien de pacotille illusoire, un bien post-historique et infantile et infantilisant, même s'il est tout-puissant. En un mot, ce bien est devenu irréel, et pourtant il est partout, il occupe toute la place.